Bonjour, bonjour à tous. 18 juin, nous avons le plaisir ce matin de développer tout un thème sur l'économie circulaire appliquée au domaine de l'immobilier. Ce thème et cet atelier, que l'on appelle une matinale, fait suite à un cycle qui s'est déroulé fin 2020 et début 2021 en 3 temps. Un premier temps qui a porté sur l'investissement immobilier est-il résilient ? Un deuxième temps qui était une réflexion que l'on portait sur l'exploitation responsable, et forcément un troisième temps qui nous est apparu comme essentiel, qui est l'économie circulaire appliquée à ce grand domaine qui est l'immobilier. Alors je dois d'abord, en premier lieu, déjà remercier et féliciter les étudiants du master du management urbain et immobilier de l'ESSEC qui m'ont aidé à préparer d'une manière très importante et de qualité en fait cet atelier et cette présentation que nous allons faire ce matin. Cet atelier était également préparé avec Patrice Noisette, qui est professeur au sein de l'ESSEC, avec Jean-Paul Lovenbruck, avec Vincent Baruet, et ensemble, nous avons pu construire une matinale qui va reprendre quelques thèmes très forts sur le contexte, beaucoup de chiffres dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine des gaz à effet de serre, des chiffres qui sont parfois quelque peu confusifs, donc on va essayer d'éclairer les uns les autres avec des spécialistes, et ça me permet comme ça d'introduire en fait les 3 spécialistes qui m'accompagnent ce matin et qui vont nous aider à comprendre, à résoudre, à traduire en fait cette économie circulaire dans des faits bien concrets, puisque l'ambition de chacune et chacun d'entre eux est de réussir cette économie circulaire et cette transformation des comportements. Donc j'ai avec moi Tina Paillet, qui est chair de la RICS au niveau Europe. J'ai avec moi Laetitia Georges, qui est directrice des portefeuilles chez nous et qui est également à l'initiative du booster du réemploi. Et j'ai également Cédric Borel, qui est directeur de l'IFEB et qui travaille également sur le booster du réemploi et sur cette activité donc d'économie circulaire. Alors pour introduire en fait cette petite matinale, l'objectif c'était déjà de comprendre les quelques chiffres, puisque nous entendons que le bâtiment est un domaine, un secteur excessivement consommateur d'énergie, qui produit énormément de gaz à effet de serre, qui produit énormément de déchets. Et donc tout ça est assez négatif quand on le regarde, mais cette nécessité est bien présente. Quand on entend les chiffres, j'ai appris un chiffre assez simple, que la population grandissant, en fait, aujourd'hui, nous allons progressivement occuper des métropoles, que 70% de la population mondiale va occuper l'ensemble des métropoles, et l'ensemble de ces métropoles représente que 2% de surface de la planète. Donc ça nous donne un peu une idée sur la façon dont l'organisation sociétale va se réaliser et l'importance de l'immobilier face à cette situation. Alors les premiers chiffres que j'avais, puis ça va permettre à Tina, Cédric, Laetitia de rentrer progressivement dans ce débat avec moi. On dit que l'énergie du bâtiment, en fait, consommée par le bâtiment, c'est près de 45% de l'énergie. On dit que les gaz à effet de serre, c'est 23% ou 25%, je ne sais pas, entre les 23 et les 25%. Cette énergie, en fait, c'est elle qui va produire le maximum de gaz à effet de serre. On parle des déchets et on parle en millions de tonnes, donc vous nous préciserez un peu les millions de tonnes liées à ces déchets. Et je vous laisse, donc, Tina, déjà commencer à te présenter et à nous donner quelques éléments de chiffres de contexte. Très bien. Donc, je regarde par là, je crois. Voilà. Bon. Merci à tous, dans tous les cas, d'être venus nombreux à notre webinaire de ce matin, parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, tient à nous tous ici autour de la table depuis un certain nombre d'années. Mais pendant cette période de Covid, finalement, il y en avait au début qui disaient oui, le développement durable, ça va être en second plan, tout le monde s'en fout, c'est ce qui prime, ça sera ce problème pandémique. Mais en fait, c'était tout le contraire. Je pense qu'il y a eu une réalisation assez forte que finalement, ce
qui nous emmenait à réfléchir au fait qu'on avait une seule planète et qu'il fallait tous travailler ensemble pour combattre une pandémie, eh ben, c'était la même chose pour la crise climatique qui nous approche. Et donc, bon, ça c'est une petite introduction. Je parle en fait aujourd'hui en partie pour le RICS, qui est en fait un organisme professionnel mondial, et moi je suis chair donc du RICS en Europe, et ces sujets justement sur le développement durable et sur l'économie circulaire sont des sujets qui nous préoccupent énormément parce que nous sommes un organisme justement des professionnels de l'environnement bâti, donc c'est en plein dans ce sujet-là. Par ailleurs, j'ai pris aussi un rôle d'ambassadrice auprès du World Green Building Council pour une campagne qui s'appelle Building Life. Et le Building Life campaign, c'est une opportunité de faire de l'advocacy, on dit en anglais, je ne sais pas trop comment on le dit en français, pour justement faire une prise de conscience par rapport au fait que cette crise climatique, il est liée en grande partie à nos gaz à effet de serre et de la carbone, et qu'il faut en prendre la mesure de ça, à la fois sur ce qu'on appelle le carbone opérationnel, et de l'autre côté sur le carbone qui est en fait embarqué dans les matériaux qu'on utilise pour nos bâtiments. Et je pense que pour mon introduction, il faut que je m'arrête là et je passe aux autres. Absolument. Merci en tout cas, Tina. Déjà, merci d'être avec nous ce matin. Et Tina le rappelait à juste titre, chacune des personnes autour de cette table est profondément habitée, si je puis dire, en tout cas très concernée par ce sujet d'économie circulaire. Laetitia, toi qui as lancé le booster du réemploi, qui est à l'initiative de ce booster, je te laisse également te présenter et puis introduire avec moi cette matinale. Moi, je suis directrice des portefeuilles chez Nood. Et j'interviens aujourd'hui donc, pour le booster du réemploi. Donc, c'était une initiative qui a été lancée il y a 1 an désormais, après avoir travaillé avec Groupama Immobilier, Anne Keuch et avec Eric Donnet et puis deux jeunes femmes. Donc c'était 4 femmes en fait. On a trituré le marché et on a mis en exergue un peu la problématique du réemploi par rapport aux plateformes qui existaient. Et rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre l'offre et la demande. Et on a souhaité rendre visible la demande. Parce que si je projette de faire du réemploi dans 6 mois, il faut que je puisse avoir cette information. Et donc voilà, donc de ça est partie cette idée. Et petit à petit, on s'est dit, dès qu'il y avait un sujet, on allait le lever. Et je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, ouais. Et bien sûr, très important, dès le départ, on s'est associé avec l'IFPEB, Cédric Borel, ici présent, en spécialiste de la transformation de marché avec l'expérience Cube. Et on voit bien qu'en fait, le collectif, si on arrive petit à petit à faire grossir le collectif, on peut transformer le marché. Et la planète n'attend pas. Dame Nature est au rendez-vous. Elle est bien là. Il faut en prendre soin. On n'a qu'un seul vaisseau spatial. On n'a qu'un seul vaisseau spatial. Et Cédric, en tout cas, merci pour la transition, Laetitia. Et Cédric. Je ne pilote pas le vaisseau spatial. J'ai juste donné quelques chiffres. On en fait un peu partie. On en fait un peu partie, c'est sûr. Et voilà. Alors, tu voulais quelques chiffres, effectivement, hein, c'est 23% des gaz à effet de serre en France, 25% si on inclut tous les gaz à effet de serre et pas seulement le CO2, et c'est 43% au niveau mondial parce que l'énergie est beaucoup plus carbonée ailleurs. Mais ces fameux 23% en France, si on rajoute la part construction, on est à 35%. Hein, si on est vraiment un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans notre profession, si on prend le matériel, et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'économie circulaire, on va toucher la matière. Mais on est dans le même aquarium. Donc si on regarde la planète dans le même aquarium, en fait, nous, en France, quand on a cette représentation, notre cher pays représente au niveau de la planète... Une très petite fraction, je suis d'accord, il faut un booster de réemploi en Chine. Voilà, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pas le thème de ce matin, mais on va essayer de se forcer déjà sur notre pays. Mais sur l'Île-de-France, tous les ans, on pourrait sauver 2,7 millions de mètres carrés de cloison, par exemple. On a regardé un petit peu tout ce que les rénovations de l'immobilier produisaient comme déchets dans le secteur des bureaux, tout simplement, quand on rénove les plateaux bureaux. Donc ce sont des millions de mètres carrés
de moquettes, des millions de mètres carrés de faux planchers, ce sont des millions de mètres carrés. Et si on prend par exemple 1000 mètres carrés d'une surface de bureau, quelque chose de tout à fait classique, et qu'on se met à sauver la moitié du faux plancher, la moitié de la moquette, la moitié des luminaires et puis les sanitaires, on va se retrouver avec à sauver 57 tonnes de carbone par 1000 mètres carrés et 44 tonnes de déchets. Et ça fait 1 million de mètres cubes d'eau industrielle, que vous ne voyez pas, mais aussi qui sont sauvés derrière. Donc l'impact est énorme, l'impact évité est gigantesque. Pour simplement 1000 mètres carrés. Et si on rapporte ces 1000 mètres carrés au CO2 émis, et justement, donc vous avez rebouclé avec le CO2, les émissions d'usage, en fait, les émissions liées à l'énergie, sur 1000 mètres carrés de faux plancher, enfin sur 10 000 mètres carrés de faux plancher, par exemple, sur une opération, vous êtes sur 5 ans de CO2 émis par le bâtiment en activité. C'est-à-dire que la part cachée de l'iceberg du CO2, c'est vraiment cette matière à sauver. Et alors si on parle de déchets, c'est encore pire ou c'est encore mieux, puisque le déchet du bâtiment, si on écarte les travaux publics, qui en sont la majeure partie, c'est 42 millions de tonnes par an environ. Ça, c'est que le bâtiment sans les travaux publics. Sans les TP. Avec les TP, on est à 220 millions de tonnes. France, hein. Et que pour la France, bien sûr. On reste sur les... Voilà. Les TP, c'est très lourd. Les TP, c'est 4 fois plus que le bâtiment tout seul. Et quand on prend ces 42 millions de tonnes, il y a moins de 1%, on dit moins de 1% pudiquement, parce que si on faisait le vrai chiffre, on a du mal à tracer tout ça, mais c'est moins de 1% qui est réutilisable. Et pour nous, notre projection, c'est que le second œuvre, en 2030, c'est 25% des références qui sont réutilisées de manière systématique dans toutes les opérations. Mais justement, dans ce que tu précises, moins de 1% réutilisable, justement, donc on Réutilisé. Ouais. Pas réutilisé. Réemployé. Réutilisé. Oui, Réemployé, pardon. Et justement, c'était de préciser dans cette économie circulaire, justement, le temps, ce qu'on comprend, comme vous l'énoncez tous les trois, c'est maintenant. Ce qu'on a compris, c'est que l'impact, on le mesure. Laetitia le rappelait, c'est maintenant, notre Dame Nature n'attend plus. On a un petit problème avec le modèle économique, puisqu'en fait, si les choses ne réagissent pas avec force, souvent, il y a un petit engrenage qui doit se mettre au milieu, qui s'appelle un peu l'économie, qui doit sortir un peu peut-être de la fiscalité, de la taxation, mais trouver un modèle économique qui apporte de l'intérêt donc aux uns et aux autres. Et puis il y a ce modèle sociétal où il va falloir qu'on change nos vies. Mais donc ce qui m'intéresse et de faire comprendre, c'est que dans la réutilisation et dans le réemploi, en fait, on va prendre des éléments de bâtiments. Alors, je quitte les cloisons et les moquettes, qui sont quand même très importants avec les chiffres que tu as rappelés, mais il n'y a pas que les cloisons et les moquettes. Quand on fait 42 millions de tonnes, il y a un peu plus que les cloisons et les moquettes, il y a tout. Il y a tout, absolument. Et je me dis, il y a une autre problématique en fait, qu'on n'a pas encore inclus dans la façon de construire, dans la façon de concevoir au niveau du bâtiment, qui est, on va fabriquer des bâtiments de demain, avec des produits d'hier. Puisqu'en fait, quand on fait du réemploi, on démonte des bâtiments anciens et que l'on va apporter à des bâtiments d'aujourd'hui que l'on va essayer de fabriquer pour demain. Donc c'est toujours ce paradoxe, un petit peu, cet élément un peu difficile à manœuvrer. Je ne sais pas si... J'aimerais bien vas-y. réagir à ça, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit aussi, en fait, là où il y a plus de 50% des carbones embarqués dans le bâtiment, c'est dans sa structure, c'est dans le béton et l'acier, les métaux en général. 50%, c'est énorme. Et ces choses-là, en fait, peuvent très, très bien, et surtout les métaux et l'acier, peuvent très, très bien être réutilisés. Aujourd'hui, la plupart de l'acier de structure est refondu pour faire d'autres nouvelles aciers. C'est 1,9 tonnes de CO2 pour refondre 1 tonne d'acier. Donc c'est énorme. C'est énorme, et on pourrait imaginer que cet acier, si c'était conçu d'une manière un petit peu plus démontable, c'est-à-dire boulonné au lieu d'être soudé, je vais rentrer un peu dans la technique, mais c'est important, que cet acier soit sur des sections standards, voire même modulaires, on pourrait imaginer que cet acier, il a une durée de vie, mais alors qui va bien au-delà de la durée de vie d'un immeuble. Et ça, c'est sauver 1,9 tonnes de CO2 pour chaque tonne d'acier qu'on réemploie. C'est énorme. Voilà. Et économiquement, ça vaut le coup. Je n'ai pas les chiffres pour la France, mais
en Angleterre, la différence entre le prix d'une tonne d'acier structurel et le prix d'une tonne d'acier scrap, c'est-à-dire pour faire refondre, c'est 300 pounds le tonne. Donc, c'est énorme. C'est un delta qui nous donne quand même de la matière à pouvoir démonter proprement. Donc, on peut trouver un modèle économique qui marche, qui doit marcher. Qui fonctionne, absolument. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que les immeubles deviennent une source de matière, quoi. Donc, les immeubles anciens, les immeubles que l'on a, donc c'est une source. Laetitia me dit que c'est un coffre-fort, en fait, de ressources. Donc, c'est un coffre. Trésor, en fait. C'est un trésor. Ouais. Des trésors cachés. Et en fait, sur chaque filière, on peut trouver des trésors cachés. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on se mette tout autour de la table. Il faut gagner en agilité et en temps. En fait, l'expérience de chacun compte pour tout le monde. On est tous coplanétaires. Et aujourd'hui, les cycles de l'immobilier en sont 3-4 ans. C'est-à-dire que 3-4 ans fois 3 fois, ça fait 12 ans. Et dans 12 ans, il sera peut-être déjà trop tard. Donc, en fait, on est tellement dans une logique où il faut regarder ce qui est... Une autre façon d'appréhender les problèmes, plutôt que de regarder tout le plan, de regarder la petite trottinette, et petit à petit, on peut penser autrement. Il y aura certainement plusieurs modèles. Un modèle spécifique pour l'acier, peut-être un modèle différent pour la porcelaine, pour les métaux rares. On voit bien le prix des métaux rares. Si on regarde l'histoire des métaux rares par rapport au prix de la construction, notamment sur tous les petits... la GTB, tous les trucs très techniques. S'il y a un back market pour les portables, pourquoi il n'y aurait pas la même chose pour des GTB ou d'autres éléments? Absolument. Et le réemploi, on ne l'a pas inventé, c'était nos ancêtres qui l'utilisaient. Oui. Absolument. En fait, c'est notre société qu'il faut transformer. On va changer nos modes de vie. Cédric. Oh, Tina. Non, je voulais juste dire, effectivement, pour répondre un petit peu à ce qu'on dit, c'est nos ancêtres, effectivement, c'est très récent, finalement, dans l'histoire du monde. Avant, on démontait les cathédrales, pièce par pièce, on réutilisait les pierres pour faire l'hôtel de ville, etc. Aujourd'hui, c'est que depuis l'ère industrielle, la mécanisation, on s'est mise à démolir au lieu de démonter. Et c'est cette pression foncière dont toi tu as parlé au tout début, Michel, le fait qu'on a de plus en plus de pression foncière, donc les gens qui vont de plus en plus sur les espaces, 70% de la population sur combien 2% du surface, qui fait qu'on veut démolir vite. Il faut absolument... et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Dans le modèle économique, financier, immobilier, en fait, c'est un détail, quoi. Tous ces matériaux qui rentrent dans la construction d'un immeuble, malheureusement. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, on ne les valorise pas. Je prends un chiffre simple, si je dis un actif immobilier est à 10 000 euros, si le coût de construction est à 1 500, 1 800, on voit bien qu'il y a... Dans la partie dite de construction, si encore on doit démonter les 1800 ou les 1500 au mètre carré, on doit les découper, on va voir que notre acier, nos métaux, c'est pas grand-chose à la sortie par rapport au modèle économique immobilier complet. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas trouvé encore l'intérêt de faire attention à ces matières. Justement. L'asset manager de demain, c'est un resource manager. Il va à la fois inviter du réemploi. Non, c'est à moi, Laetitia, je l'emprunte à Laetitia. Et en séance et en direct. Donc, mais c'est à Laetitia. C'est bien, l'asset manager. C'est un resource manager. Naturel ressource manager. Voilà. Naturel. Il va s'occuper de... C'est fort, là. Il va s'occuper de descendre il y a quand même un peu de RSE, de pression pour faire moins de carbone. Je pense sur les entreprises, ça, on est tous d'accord. On commence à compter. Voilà. On commence à compter. Et puis, donc, en invitant des matériaux réemployés, mais tout à fait modernes, tout à fait qualifiés pour le faire, on va diminuer son empreinte carbone et on va faire ce que vous avez dit, Building as Material Bank. C'est ça l'acronyme au niveau européen qui est bien utilisé à bon escient. C'est-à-dire qu'on a une banque de matériel et on a donc des trésors qu'on révèle. La valeur résiduelle comptable, c'est pas zéro. Voilà, c'est ça qu'il faut dire à tout le monde. Et il y a de la valeur et des trésors à aller chercher dans ça. Chaque matériau a une valeur carbonique et de ressources naturelles. D'eau aussi, parce qu'on parle beaucoup de carbone, mais l'eau, ça va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Donc c'est intéressant aussi toujours de parler du carbone et de l'eau, parce que l'eau, on arrive à le comprendre. Ce qui est compliqué avec le carbone, c'est l'appréhension. Et pour pouvoir appréhender, alors peut-être qu'il faudra la foncière numérique pour pouvoir nous aider à rendre intelligible cette information.
Mais ça nous permet de rentrer dans un temps, tu vas pouvoir poursuivre, qui est vraiment le deuxième temps de notre matinale, qui est le business model. Et donc justement, pour entrer dans ce business model, il va falloir connaître, comprendre, évaluer, chiffrer, mesurer. Et essentialiser. Essentialiser. Donc ça veut dire mettre des notes. Mais non, essentialiser, ça veut dire avoir faire un peu de scoring quand même. En fait, avoir des ordres de grandeur. Oui. Il faut que c'est une nouvelle matière qu'on doit tous appréhender et dans l'intégralité de la chaîne. Dans le cadre du booster du réemploi, on a fait le choix d'aller chercher des maîtres d'ouvrage, parce que le maître d'ouvrage, c'est celui qui paye, c'est celui qui décide pour pouvoir faire basculer un petit peu toute la chaîne. Les industriels, demain, il y aura forcément du neuf, du recyclé pour les matières et du réemploi, et potentiellement des services liés au réemploi. C'est-à-dire que je vais peut-être acheter une GTB, en fait je vais louer une GTB pour que la personne qui va me vendre la GTB puisse récupérer le matériau et pouvoir le réemployer ou le remettre au goût du jour sans qu'on jette ce matériau et qu'on en mette un neuf. Et il y a aussi une appréhension du design, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un déchet ? Un déchet, à partir du moment où... Déjà, l'appellation déchet, c'est pas très positif. C'est pas très positif, mais quand on demande un assureur... Il assureur... faudrait peut-être déjà changer un peu le mot et parler des composants. Peut-être c'est les composants, les composants du bâtiment, c'est plus des déchets. Reconditionner, peut-être. Alors ça c'est effectivement le composant reconditionné, mais lui donner une autre appellation que le mot déchet, quoi, c'est sûr. Une ressource. Tout simplement une ressource. Et à partir du moment où un matériau sort de l'usine, il devient déchet. Donc si il arrive sur un chantier et s'il n'est pas utilisé, parce que généralement on prend 10%, ça dépend les matériaux, mais on peut prendre 10% de stock supplémentaire pour pouvoir ne pas abîmer la chaîne de production, parce que tant que tout le monde est de faire venir... Quand c'est pas 30. Quand c'est pas 30, effectivement. Quand c'est pas 30. Et à la fin, il reste... Et des choses qu'on appelle déchets, mais qui sont totalement neuves. Voilà. Ouais. Absolument, totalement neuves. Et donc, dans le cadre du booster, on a fait différentes cellules d'innovation sur lesquelles on a trituré avec des bureaux de contrôle, avec la FFA, avec des assureurs et des courtiers en assurance, pour pouvoir ensemble regarder ce que c'est en fait dans la réalité. Parce qu'on est tous un peu dans les fantasmes de ce que ça peut être. Le réemploi, c'est un peu sale, non, mais en fait, c'est pas rassurant. Mais si on est tous autour de la table, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, c'est une valeur. C'est pas résiduel. Au contraire, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Petit à petit, on va pouvoir faire évoluer les choses. Et puis rapidement, j'espère. Donc là, on est en train de travailler sur le changement du business model. Moi, ça m'intéresse un peu de vous entendre sur cette transformation, parce que, en fait, quelle est la valeur que l'on donne à ces composants qui sont réemployés ? On a quelques chiffres. Moi, je peux vous citer comme ça, de mémoire, un tout petit chiffre où on a fait des stats sur des bâtiments qui font à peu près 6600 mètres carrés. On va dire entre 5 et 6000 mètres carrés, c'est à peu près 70% à 80% des bâtiments en fait en France. Quand on le découpe et qu'on le regarde, on a à peu près 344 000 composants donc, identifiés. Et donc ces 344 000 composants identifiés, quand on fait une réhabilitation de manière générale, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'en vont à la benne. Et c'est peut-être ce business model-là qu'il faut arriver à travailler. Je ne sais pas, Cédric. 344 000, quel espoir. Alors, justement, parlons business model, et le booster vient en fait combler un manque qu'il y avait dans la chaîne de valeur tout à fait essentiel. Il y a, heureusement, dans l'industrie, en fait, il y a quelque chose qui s'appelle la courbe d'apprentissage. Voilà. Donc, on est au début de la courbe d'apprentissage. Les choses sont rentables à moitié de la courbe et après sont formidables à la fin de la courbe. Je rappelle pour tout le monde, donc on est au début de la courbe et on a mis un peu le poids de l'effort sur le modèle booster. Le booster, c'est quoi ? C'est vraiment le fait de faire démarrer cette chaîne de valeur. En fait, les diagnostics, depuis le Grenelle, en fait, les diagnostics déchets sont devenus, comme on l'a dit, des dossiers, des diagnostics ressources, produits, matériaux, déchets. Donc le déchet, c'est vraiment l'ultime repérage de ce qui ne pourra pas être réemployé, parce qu'il y en a plein quand même. Voilà. Et du coup, toutes les grandes foncières, tous les propriétaires immobiliers ont révélé, avec ces nouveaux yeux, ont révélé en fait toute la matière qui pouvait être réemployée dans leurs grandes opérations de réhabilitation, de curage, etc. Avec l'espoir, bien sûr, de le revendre, de le valoriser ou de le donner à quelqu'un ou d'en faire quelque chose. Voilà. Mais si on ne trouve pas preneur, eh ben, on ne va pas faire la dépose soignée, on ne va pas investir de manière soignée à récupérer, transporter le matériel, le stocker, tout ça a des coûts. Et donc, si on n'a pas preneur au moment où on doit signer appuyer sur le bouton
justement du curage, on fait un truc très classique et on revient dans l'économie linéaire. Et voilà. Et du coup, en fait, le booster, c'est quoi? C'est apprendre un panel de maîtres d'ouvrage, mais un très très grand panel de maîtres d'ouvrage, à prescrire du réemploi, de manière de dérisquer la prescription de réemploi, c'est-à-dire de s'écrire, d'avoir un avis très particulier, très bien construit. Quand j'appelle de la moquette de réemploi, quel est mon exigentiel? Quelle est la charge de la preuve de la bonne qualité de la moquette que je dois demander à l'offreur? Et ça sur un ensemble de lots techniques. On a déjà fait 12 flux depuis le début du booster, qui n'a qu'un an. Et donc on a un appareil intellectuel pour analyser et pour demander de la matière. Alors c'est quoi? C'est assez simple en fait, parce que si la moquette, vous savez, il y a de la moquette qui est très industrielle, qui est modulaire, elle est en dalle. Il y a beaucoup de matériaux en fait qui se sont mis en ordre de bataille pour faciliter le facility management et l'exploitation, la maintenance des bâtiments. Pourquoi la moquette qui circulait entre l'étage 1 et l'étage 5 du bâtiment ne peut pas passer dans le bâtiment d'en face? Et donc quand elle est récente, tout ce qui est modulaire, démontable, l'assurance dissociable du bâtiment, et c'est quelque chose qui peut naturellement, s'il est qualifié, s'il est assez récent, s'il est encore aux normes, etc., il y a un filtre extrêmement simple qui permet vraiment de regarder chaque flux et la viabilité de chaque flux. Donc on a fait ce travail-là, c'est la cellule innovation dont parlait Laetitia, et qui a qualifié tous les flux. La deuxième chose, c'était cette fameuse question: qui va me demander, enfin, je me mets du côté des offreurs, hein, puis de tous nos partenaires qui sont les plateformes, les Cycle Up, les Bacassia, Tricycle, tous les gens qui offrent du matériel. 90 plateformes, on récupère du matériel côté offre. Pas de demande structurée. Nous, côté demande, on va faire en sorte de dire... Si on s'arrête là-dessus, pas de demande structurée, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de conception. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait pouvoir rentrer dans ce cycle, justement au niveau de la conception, et penser la conception autrement pour que la conception, justement, emprunte un circuit qui respecte justement cette économie circulaire et qui va aller chercher... Ça va venir naturellement. C'est bien sûr. Le booster, c'est conception, prescription. Okay. Prescription, je prescris en variante ou en base. Après, dans ce que tu rappelles, juste, moi je vais rappeler 2 petits chiffres. C'est-à-dire, dans l'immobilier, il y a toujours le flux et le stock. Et le flux, donc c'est la partie qui va nous permettre de construire, donc d'utiliser, de réemployer des éléments qui sont dans le stock. Le stock, c'est à peu près 3,7 milliards de mètres carrés. Le flux, on va dire que c'est quelques dizaines de millions de mètres carrés, entre le logement et tertiaire et autres grands bâtiments. Donc on est dans une distorsion un peu, hein, c'est-à-dire qu'on a des ressources qui sont vastes et qui malheureusement existent, qui n'ont pas été organisées pour le réemploi. Et la remarque que tu faisais, je trouve qu'il faut la prendre un peu comme une remarque éducative pour nos facility managers. C'est-à-dire quand ils interviennent dans leur exploitation, il faut qu'eux aussi participent à la transformation du bâtiment qui existe, qui est en exploitation, pour que les éléments qui le constituent, les composants qui le constituent, deviennent réemployables. Absolument. Ce qui fait que le jour où on transforme ce bâtiment, on commence à avoir, parce que c'est là que ça va se dessiner, que ça va se construire. Absolument. Puisque la majeure part, tous ces bâtiments sont entretenus, donc ils imposent effectivement une organisation particulière, et c'est cette organisation-là qui va donner le bon coup d'envoi. Ça peut être intéressant au niveau chiffre d'affaires. On trouve déjà un premier élément sur le business model. Et voilà. Et alors donc, justement, et pour organiser, il faut pour que les filières s'organisent et que le business model trouve un point d'équilibre et des prix très compétitifs, c'est-à-dire un réemploi bien inférieur au neuf, il fallait surtout cette visibilité de demande. Moi, je suis prêt à curer 10 000 m² récupérer, donc 10 000, donc 400 tonnes de matériel viable, je ne vais pas les déposer de manière soignée si je n'ai pas de demandeur. Et donc, l'ensemble des 30 boosters expriment via une plateforme qui s'appelle looping.imo leur demande de matériel en disant, moi, en septembre 2022, il me faut 10 000 m² de ci, de ça, 400 mètres linéaires, qui en a? Et donc, tous les 90 plateformes de l'offre peuvent lever le doigt et dire, j'ai un morceau, peut-être, ou un morceau de la réponse de ce que tu me demandais. Ça peut se déboucler dans un circuit ensuite classique et on va démonter en connaissance de cause d'un point d'arrivée, d'un point de chute pour le matériel que je démonte. Et donc on crée un vrai marché avec massif et non pas actuellement c'est un marché d'artisanat. Oui, moins d'1%. C'est un marché d'artisanat. Et donc voilà les conditions qu'on a vraiment installées dans le booster du réemploi. C'est donc une demande, un boost massif
massif de la demande est dérisqué pour les maîtres d'ouvrage avec une analyse technique très pointue, mais qui permet véritablement de tirer l'offre qui est déjà existante en fait structurellement. Moi, j'aimerais juste rajouter à ça. Je trouve excellent ce que fait le booster et j'en soutiens ce mouvement parce que je pense que la demande par les maîtres d'ouvrage, c'est une clé pour débloquer un système qui aujourd'hui est un peu sclérosé. En 90 plateformes, mais voilà. Et donc, en fait, mais j'aimerais revenir sur l'idée de conception et prescription qui, pour moi, est l'autre clé. Et il y a un besoin vraiment de faire en sorte à ce que les concepteurs puissent prescrire très en amont, c'est-à-dire que c'est pas seulement la demande de maître d'ouvrage, mais c'est aussi la force de proposition. La force de proposition des concepteurs envers le maître d'ouvrage qui sont demandeurs de leur savoir-faire. Et donc, il y a tout ce côté-là à réveiller. Et je pense que des choses comme le European Bauhaus, le nouveau European Bauhaus, ou Cradle to Cradle Design, tous ces mouvements-là sont prêts à porter. C'est en train de démarrer et ça va transformer la façon de concevoir et prescrire parce qu'on ne fait pas uniquement pour... On l'a vu dans le mobilier, pardon, dans le mobilier on l'a vu et ça a très bien marché et on est très heureux d'avoir du 30, d'avoir du 40, d'avoir du 50 et puis on voit avec le temps qui avance, justement les tendances mode avancent également. Oui. On a du 70, bientôt on aura du 80. Mais il faut qu'il y ait une sorte d'esthétique liée à ce réemploi. Ouais, il faut qu'on se réveille, on ne se dit pas uniquement, oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est sale, on ne veut pas... Non. C'est les matières. La cathédrale de Florence est belle, hein. Les matières, voilà. mais ces matières peuvent très très bien être jolies et mises en œuvre d'une manière très positivement. Donc je pense que le design. C'est redesigner. Et je pense que les nouvelles générations regarderont les matériaux comme davantage comme des ressources. Parce que ça sera vertueux et il y aura une âme en fait différente. Oui. Nous avons notre cher professeur Patrice Noisette qui voulait poser une question et donc je voudrais lui donner la parole à mon ami Patrice. Donc cher Patrice, bonjour, on est ravis de t'accueillir avec nous et on te laisse Merci Michel. Le créneau. Oui, j'en profite pour saluer aussi et remercier nos invités. Alors je suis désolé de ne pas être parmi vous directement. Vous m'entendez ? Oui. Oui ? Absolument. Ah oui, pardon. Je suis actuellement en voyage d'études avec les étudiants du master à Bordeaux. Nous sommes d'ailleurs en train de découvrir que Bordeaux est peut-être en train de devenir un formidable laboratoire de l'économie circulaire dans différents domaines. Mais ma question portait plus spécifiquement sur le diagnostic. Donc, on commence à voir développer des offres un peu de diagnostic spécialisés justement sur ces problématiques de réemploi ou de recyclage au moment de projets de construction ou démolition ou même de rénovation d'un immeuble. Et est-ce que le diagnostic ne peut pas être justement un très bon outil d'accélération du développement de ce marché, d'une part en le codifiant, peut-être plus, donc finalement le diagnostic devient une source de normes de réidentification des matériaux, et d'autre part, peut-être, pourquoi pas, en le rendant obligatoire. Alors, moi, un peu sur ces deux aspects. Moi, j'entends ta question, et en fait, cet élément, nous allons l'aborder, et nous l'aborderons ensemble avec l'apport du digital, par exemple, qui peut être participer, en tout cas, à l'outil de diagnostic qui va révéler les ressources disponibles dans chacun des actifs immobiliers et les valoriser ou en tout cas donner un passeport ou un bilan, enfin une forme de représentation très concrète de cette matière essentielle qui est disponible. Je pense que tu as raison de le rappeler et on va comme ça essayer d'avancer aussi sur notre business model. Ma chère Laetitia, je sais que tu avais quelques idées particulières sur la transformation de la finance et qui m'avaient moi bien intéressé.
hein, parce que le cash flow caché, c'est quand même quelque chose de passionnant. Et donc, si on a des naturels resource managers, je pense que c'est un nouveau métier. Et si les asset managers prennent conscience qu'il y a plein de ressources à l'intérieur de leurs actifs, ils vont être très heureux, parce que ça va améliorer leur rendement d'une manière considérable, sans même agir. Donc c'est fabuleux financièrement. Je ne sais pas si le rendement, mais j'exagère, en tout cas, leur trésor. Leur trésor. Mais c'est quelque part, ça finit par du rendement. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs modèles. Il n'y en a pas qu'un. Ça dépendra énormément d'éléments aussi extrinsèques, à la fois par rapport au stock, aux ressources naturelles, à la taxe, à la fiscalité. Et par rapport à ça, en fait, c'est des nouvelles unités. Donc pour moi, il y a plusieurs monnaies. Il y a l'euro, bien sûr, il y a l'empreinte carbone, il y a l'eau, le stock des métaux, tout ce qui est biodiversité qu'il ne faut pas oublier parce que ça va permettre de régénérer le carbone, notamment lorsque les pousses, les 5 premières années, c'est là où on stocke le carbone. Entre l'ensemble du stock carbone et nos dépenses, il y a un rapport de 7, 6 ou 7, enfin bon, ou 14, enfin c'est très important en fait, enfin, je veux dire peut-être de 1 à 10, on va dire l'échelle. Et ensuite, la monnaie du temps, parce que dans le TRI, il y a le temps. Bien sûr. Et aussi l'emploi. L'emploi et aussi la qualification et les compétences. L'employabilité des personnes. Et je pense que ça va créer aussi des nouveaux métiers. Une revalorisation de la main, du travail de la main, du travail des compagnons qui sont sur le terrain. Et beaucoup plus, en fait, des trésors cachés du sous-jacent. Et de relier davantage, en fait. Et c'est pour ça que les labels sont intéressants. Mais le label ne permet pas l'effort. Et en fait, il faut que on fasse tous un effort et qu'on soit un peu plus courageux pour entrer dans le dur, en fait. Parce que le dur, c'est la matière. Et on a la chance de travailler sur une industrie qu'on peut toucher. Voilà. Donc, dans les nouveaux modèles, il peut y avoir énormément de choses. Si on s'amuse, alors, regardez ce que tu disais tout à l'heure, 35 000 unités. Qu'est-ce que ça fait ? Quels ont été les coûts d'évolution en fait, de ces matériaux dans les dernières années par rapport au BP ? Si on travaille, c'est ce qu'on a commencé à faire dans une des cellules qui s'appelle le Goodwill, avec notamment des commissaires aux comptes, des assurances, des experts, des surveilleurs. Au début, ils disent non, ça ne correspond pas à la réglementation. Oui, mais si on oublie les réglementations, et si aujourd'hui on devait créer une nouvelle réglementation, qu'est-ce qu'on devrait faire ? L'impact de l'urbanisme, si les lois de l'urbanisme changent, il peut y avoir un impact. Là, si on applique une taxe aujourd'hui, le coût du carbone, la tonne carbone, c'est à peu près 35 ou 50 euros en fonction des marchés. Sur 200 pays dans le monde, il y en a 50 où il y a des transactions. Les transactions, elles sont liées soit à l'industrie, soit à l'énergie. Elles arrivent petit à petit sur le transport et sur l'immobilier. Bien sûr, il y a l'agriculture et sans oublier le digital. Donc moi, je suis aussi pour un digital ergonomique et middle, efficace. Une machine à laver, il y a 12 programmes, on en utilise 3. On n'a pas besoin de toute cette information. Essayons d'essentialiser, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux que fait Cédric et toutes ses équipes pour essentialiser l'information et que ça puisse servir aux mains, aux gens. Voilà. Donc je crois que les modèles de demain, plus les modèles numériques nous aideront à rendre intelligents et d'essentialiser l'information sur le terrain pour que ce soit des nouvelles unités d'information, d'ergonomie informationnelle pour l'ensemble de la chaîne, c'est là où on arrivera à créer plusieurs modèles. Il y aura plusieurs modèles. Ça dépend. Et là, ça va rejoindre la question ou la réflexion que posait Patrice Noisette sur le diagnostic, sur la connaissance. Donc, Laetitia a abordé la réalisation d'une nouvelle monnaie, sans quitter l'euro, mais en parlant de CO2, de gaz à effet de serre, d'eau, de métaux, enfin, de tous ces éléments qui peuvent être chiffrés. Alors, peut-être qu'on va rentrer dans une monnaie un peu numérique, vraisemblablement. En tout cas, tous ces éléments devront trouver une valeur d'équivalence.
Cédric, peut-être que toi qui as travaillé énormément sur la transformation des modèles, tu peux nous alimenter en réflexion et de tes réflexions en fait sur ces modifications du modèle et son évolution. Oui, bien volontiers. Avant ça, je salue Patrice Noisette et les étudiants qui ont la chance d'être en voyage à Bordeaux pour leur dire qu'il va y avoir le futur siège régional de Groupama à Bordeaux porté par Altarea, qui va avoir une très forte dose de réemploi dans les parkings, avec des caillebotis, des sanitaires, des choses comme ça. Donc c'est à l'œuvre, c'est peut-être pas encore visible par les étudiants et par Patrice là-bas, donc ils vont devoir aller s'amuser ailleurs, je pense. Mais voilà, il y a une très très belle opération qui fait beaucoup de réemploi à Bordeaux. Petit clin d'œil à tous ceux qui y sont actuellement. Voilà. Merci, alors voilà, merci pour eux. Bon, ils ont beaucoup travaillé dans cet atelier. Ils ont beaucoup travaillé dans cet atelier, voilà. Donc merci pour eux, voilà. Et effectivement, tout ce que dit Laetitia, on commence à justement l'Internet. Enfin, il y a un lien au BP qui est assez rapide. Je parlais de valeur résiduelle. Hein, quand vous amortissez le matériel, la valeur résiduelle, c'est 0. Nous, ce qu'on est en train de révéler autour des opérations qui se débouclent via looping et de tracer, donc on est en train de créer de l'information, on est en train de montrer que ça a de la valeur, c'est de montrer que ce n'est pas 0. L'ensemble des flux ne se retrouve pas à 0. Il y a une valeur finale. Alors, qui l'aura ? Le locataire, le propriétaire ? Bon, pour l'instant, ce n'est pas la question, mais il y a bien une question qui est internalisable. Non, on est tous concernés. Locataire ou propriétaire, on est concernés. Oui, après qui a fait les équipements, qui les récupère, il y a une petite négo, mais ça va. C'est justement, on a fait un beau jeu de rôle là-dessus avec des propriétaires et des locataires sur justement un second œuvre complètement circulaire, réemploi et réemployable, et on en a... Enfin, finalement, le nombre de coûts cachés liés à l'économie linéaire, qui étaient remises en état, qui n'était pas utile, ou en fait, en laissant le matériel pour le futur preneur, on aurait pu le transmettre, etc. Le nombre de coûts cachés déjà que dans la simple opération, dans le simple bilan, on arrive à tuer, en mettant ces concepts en place, dans des bilans qui nous ont été fournis par quelques-uns des grands acteurs qui sont avec nous, c'est tout à fait significatif. Mais quand tu dis, justement, le coût n'est pas à 0 au niveau de la valeur vénale et au niveau, une fois qu'on a fait son bilan et son BP, ça me fait penser pareillement au numérique. Parce que le numérique, quand on transforme le numérique, ça a un coût, on va dire, entre 1 euro et 2 euros par an du mètre carré. Ce numérique sert à tout le monde. Et on entend toujours propriétaires ou locataires dire « Ah oui, mais le numérique, ça coûte cher ». Mais en fait, c'est à l'intérieur des coûts, puisque en fait, toutes les opérations qui sont nécessaires pour connaître, comprendre, interpréter, modifier, changer le business model, essayer de valoriser autrement, nécessite en fait cette connaissance. Donc à un moment donné, mettons-nous d'accord, trouvons les moyens de partager cette connaissance immobilière, de l'amplifier, de la structurer. Ça me fait rentrer progressivement dans ce qu'a ouvert Patrice, qui est l'apport du digital sur le bâtiment. Vous avez tous entendu parler de tous ces acronymes qu'on a sortis. Au niveau de la ville, on parle du CIM, City Information Modeling, on parle du BIM au niveau à l'échelle du bâtiment, donc Building Information Modeling. À l'ESSEC, avec Patrice, on parle du VIM, qui est la Value Information Modeling ou Management. Et maintenant, avec vous, on parle du RIM. Donc ça n'arrête pas, quoi. SIM, BIM, VIM, RIM, enfin on voit ces acronymes en fait naître. Et c'est effectivement peut-être les premières pierres de la connaissance qui vont arriver pour vous. Je ne sais pas, Tina, sur cette connaissance, tu as quelques positions de diagnostic, de passeport. Absolument. Je pense qu'il y a plusieurs choses là. La digitalisation, c'est clé. On est en train d'arriver vers... on a parlé du BIM pendant des années, mais en fait, personne ne l'utilise vraiment. Enfin, très peu. Oui, mais il y a plusieurs BIM. Il y a plusieurs BIM. Il y a une BIM de conception, il y a le BIM d'asset management, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces technologies, c'est pas que le BIM, c'est aussi le RFID, le tagging d'actifs. Il y a tout plein de choses qui sont en train de venir en âge de puissance. Et on peut les utiliser comme un levier. Mais en même temps, ce qu'il nous faut aussi, c'est les mesures, les standards et les benchmarks. C'est là où le RICS intervient. On est vraiment sur ces sujets de comment on mesure
des choses de la même manière. Il faut que ces benchmarks, il faut que les gens puissent savoir. Aujourd'hui, il y a très peu de promoteurs qui savent aujourd'hui, quand ils vont construire un immeuble neuf, développer un immeuble neuf, quel est leur bilan carbone embarqué. On ne sait pas si c'est bon ou c'est mauvais. Il faut avoir des benchmarks sur ces choses-là pour pouvoir avancer. Et il faut aussi, pour pouvoir donner de la valeur à cette matière qu'on aimerait tous, qui détienne sa valeur et qui le projette dans les générations à venir, il faut le mesurer, il faut le comparer, il faut le traquer. Et c'est là où je pense que la digitalisation, les maquettes numériques, la visualisation en 3D, ça va faciliter et essentialiser, comme Laetitia disait, essentialiser ces informations pour qu'on n'a pas besoin d'être un professeur Nimbus pour comprendre ce qui se passe. On va voir l'image maquette 3D, on va appuyer sur un point, on va dire, ah tiens, je sais, ce point-là, ça correspond à telle matière. Ah, la dernière fois, il a été renouvelé, c'était temps. Sa durée de vie expectée par rapport au database, c'est temps. Donc, il va falloir imaginer une réparation préventive. Alors justement, là tu touches un sujet, voilà, le préventif c'est l'obsolescence programmée, donc on peut essayer de passer un peu au prédictif et de travailler comme on va connaître justement la vraie durée de vie des composants parce qu'on les aura identifiés avec des attributs, on aura toutes ces étiquettes avec tous ces éléments qui nous renseignent et je crois que c'est exactement ce que soulignait Laetitia, il y a plusieurs BIM, il y a plusieurs façons en fait de numériser un bâtiment pour apprendre à le connaître et notamment au niveau du management et de l'exploitation, il y a une certaine manière d'appréhender en fait son bâtiment. Alors ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de petites lignes. Tout le monde doit s'entraîner. C'est comme si on était tous en train de partir pour un marathon et on a commencé à chausser les chaussures et on n'est pas forcément habitué. Donc il faut que tout le monde participe, y compris le PM, le facility. Et on voit bien dans le cas du booster aussi l'importance de la logistique. 50% du réemploi, les coûts sont liés à la logistique. Et aujourd'hui, la filière aussi de la logistique, on peut vraiment aussi s'améliorer pour aller d'un point A à un point B. Bien sûr. Et de ne pas forcément avoir savoir que l'immeuble d'à côté a besoin de moquette. Oui, quatre trajets, alors qu'on pourrait globaliser les trajets. Donc on est en train d'essayer de décortiquer ça pour optimiser et limiter le coût en fait de ce réemploi. Je pense que tu peux peut-être évoquer le hub des prescripteurs bas carbone et puis la RE 2020. Alors ça, on est sur les cadres effectivement d'évaluation. Alors moi, je suis mitigé. Oui, il faut des benchmarks, des cadres, etc. Mais toute l'Europe demande des cadres, des benchmarks, une harmonisation, plus de la foire des labels. Il faut que ça s'arrête, etc. Et puis il y a une espèce de rêve d'unicité. C'est une grande œuvre. Oui. C'est une grande œuvre. C'est une grande œuvre. Voilà. Mais c'est, au niveau européen, c'est une grande œuvre. Juste pour dire, je ne dis pas qu'il faut attendre d'avoir les benchmarks Non, pour d'accord. agir, aucunement. Hein. Mais je crois qu'il faut se construire bottom-up, en fait. Voilà, mais il faut en avoir. Il faut en avoir. Et donc c'est vrai qu'il y a... Enfin, je crois beaucoup justement à ce test and learn sur le terrain. On est vraiment, nous, avec la matière première entre les mains et que ça va donner justement en parallèle, on va construire la filière numérique qui va être aussi une condition de la réussite de la massification. Puisqu'on aura des outils, comme vous l'avez dit, vous l'avez souligné, on aura des outils d'information, d'agilité, en fait, qui vont pouvoir accompagner. Mais pour l'instant... Le numérique ne va pas nous dire pas encore nous dire que la moquette est réemployable, parce qu'il y a plein d'autres critères dessus, etc. Donc on est vraiment dans le premier kilomètre de l'effort du marathon, dans lequel on est en train de pétrir la matière première. Et ce qui va être très important, c'est de se tenir au courant très rapidement de l'information qui est nécessaire à manager, de tout ce qui va pouvoir faciliter les filières, le dialogue, la co-conception, voilà. Et ça va être une double progression à mon sens, parce qu'on n'a pas encore la modélisation, on n'a pas suffisamment d'éléments à vous envoyer vous à la modélisation. On va se donner des rendez-vous, moi je peux aider un tout petit peu à entendre un peu ce qu'on débat ce matin. Nous, on a une vision des baux, on a une vision des locataires, des mouvements éventuels qu'ils font, des surfaces qu'ils occupent, des lots qu'ils occupent, donc des cloisons qu'ils détiennent, de la moquette qui est présente, donc des opérations de transformation et de remise en état du lot qui va se produire. On sait à quelle date ça va se faire.
à quel moment on va le démonter. Donc si on C'est sait parfait, dans un bien autre sûr. bâtiment qu'il va y avoir aussi une transformation nécessaire, à ce moment-là, on peut commencer à travailler sur, et là, le mot prend toute sa force que Laetitia citait, hein, le resource manager. Hein. Donc le resource manager va véritablement jouer son rôle et dire, ah bah oui, je détiens de la moquette ici et des cloisons, je vais remettre des locataires à tel endroit. Bah, cette mutualisation, on peut la faire à l'échelle d'un patrimoine. On connaît en fait nos sociétés immobilières, qu'elles soient SCPI ou foncières ou institutionnelles, détiennent des millions de mètres carrés. Sur ces millions de mètres carrés, on a une mutualisation qui devient possible et qui devient, à mon avis, économiquement forcément rentable. Mais faut-il avoir l'information ? Absolument. C'est ce Faut que nous juste capter qu'on est en train de produire. Alors, voilà. tous les uns, voilà, nous on est convaincus tous les quatre effectivement que cette information est plus que nécessaire. Donc il faut qu'on amplifie cette connaissance. La difficulté reste encore à aller la capter, la collecter, la maintenir à jour. Enfin, ce qu'on essaye effectivement. Caractériser l'information utile, c'est ce qu'on n'a pas encore. Enfin, Ouais. c'est très clairement. Il y a un effet de levier qui va apparaître prochainement avec la RE 2020. Alors la RE 2020 est réservée aux immeubles neufs et dans les calculs, contrairement à ce qui s'est passé avant, on intégrait beaucoup l'énergie dans les RT. Là, on intègre le carbone. Et en intégrant le carbone, du réemploi, des matériaux de réemploi, ça vaudra impact zéro. C'est-à-dire qu'il faut aider les industriels à faire aussi du réemploi des matériaux pour pas qu'ils se sentent lésés. Au contraire, ils sont au cœur du réacteur. Et pour que ça puisse répondre à la RE 2020 de demain sur les immeubles neufs et naturellement après les immeubles de réhabilité. Et comment faire rentrer en fait ce cycle de conception-construction pour que les immeubles deviennent de plus en plus démontables, sans être, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas que des pièces détachées et qu'on fabrique que des standards. Je pense que l'immobilier, avec sa diversité, est merveilleux et je respecte profondément cette diversité. Mais on peut, avec des composants standards, conserver une certaine diversité. Voilà, c'est pas antinomique, absolument. C'est pas antinomique. Et le design et le concept n'est pas antinomique. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui déjà, quand on parle d'un immeuble commercial, on a des trames qui sont extrêmement standards. Quand on parle de tous les matériaux, le faux plancher c'est 50-50, les dalles de moquette, etc. On a plein de choses qui sont standardisées. Avec ça, on peut faire plein de créativité. On n'est pas bloqué. Je pense que les éléments en tant que tels peuvent être standardisés. La conception ne l'est pas. Mais quel métier formidable vous allez créer, les architectes, si vous devenez des architectes qui pensaient avec des ingénieurs justement dans le réemploi, la réutilisation, le carbone embarqué. Oui. Le métier devient passionnant. On n'est plus à dessiner un toit et des murs avec un usage simplifié. On est en train de dessiner un toit, des murs, un usage, une reconvertibilité du lieu. Enfin, c'est d'une richesse fabuleuse. Et pour avoir parlé avec un certain nombre d'architectes, ils disent, mais nous, les contraintes comme ça, c'est des contraintes qu'on aime. Ça nous oblige à devenir encore plus créatifs parce que on a finalement redesigner le design, voilà. Ce que tu disais en introduction. Et je pense que rien n'est antinomique. Donc le bâtiment devient composant. Le bâtiment devient une banque de matériaux, donc BAMB. BAMB. Première réalisation en début de cette année, en Hollande, un bâtiment de bureau 100% démontable. Enfin, c'est ce qui était sur le communiqué de presse. Oui. La photo était jolie. Et en plus, on peut le croire. Hein, les Hollandais sont assez sérieux sur ce sujet. Oui, ils ont déjà fait quelques preuves. Mais il y a de belles raisons dans les bâtiments de basse consommation. Oui. Et puis, mais il y a des bâtiments en France dans lesquels ça fait partie des cahiers des charges, notamment sur j'ai en tête un lycée provisoire public en région Bretagne, qui était fait pour être démontable et complètement prévu pour être démontable. C'est une réalisation Vinci. Ça c'est bien débouclé. Hein, mais ça, voilà, on l'a moins communiqué que les Hollandais, mais c'était pas mal. On est en capacité de mesurer la différence de coût, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase, ce que tu disais en introduction, il fallait se souvenir de cette courbe. Il y a la courbe d'apprentissage, ça coûte toujours un peu d'argent, la courbe d'apprentissage au début. Après, donc, on se réorganise et on est bien organisé, donc économiquement, ça devient possible.
Mais je pense que faire des bâtiments, en tout cas faire des morceaux de bâtiments démontables, me paraît un élément plus qu'essentiel. Et moi, je le disais, je le rappelais tout à l'heure, je pense que nos amis qui sont dans l'exploitation ont un rôle fabuleux à jouer, parce qu'on les considère souvent comme des chiffons-burettes, ce qu'ils ne sont pas, parce que ce sont des techniciens, des ingénieurs puissants et capables. Et donc, la main, exactement. Donc, ne nous trompons pas, leur métier est essentiel, est très important, et mal valorisé, c'est ça que je voulais surtout dire, est mal valorisé. Et donc, cette valorisation, il faut la trouver, il faut la chercher, et justement, les faire participer à préparer le bâtiment d'aujourd'hui, qui est ce stock de plus de 3 milliards de mètres carrés que l'on va essayer de rendre réemployable, réutilisable. Il y a toute une belle aventure, quoi. Il n'y a pas que le neuf, quoi. Voilà, il n'y a pas que le neuf. Le neuf, c'est que 1% par an, neuf et réemployé par an, voilà. Du parc construit. Voilà. Et c'est pas grand-chose. C'est très peu de choses. Il faut dire qu'avec donc la législation... c'est 1% du neuf qui est employé. Réhabilité aussi. Oui, construit, voilà, tout permis, voilà. Construit. Mais quand on regarde, par exemple, au niveau européen, le Renovation Wave, c'est 35 millions de bâtiments qui doivent être rénovés d'ici 2030. On l'a calculé ensemble, on a 9 ans, ça fait 4 millions de bâtiments chaque année à rénover. Énergétiquement, mais pas seulement. Qu'est-ce que ça veut dire ? On reconstruit la France en 9 ans. Hein. Et on reconstruit la France. 35 millions, c'est on reconstruit la France en 9 ans. C'est ça. Voilà. Donc c'est énorme, c'est un défi énorme. Et donc moi je pense que le réemploi a tout, et la circularité a tout son sens dans ces rénovations aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement en train de parler du neuf, il faut designer mieux, je suis d'accord. Mais ça, c'est une petite partie de notre stock d'immeubles. C'est pour ça que je parle de mes 3 milliards. Voilà, on y est. Et effectivement, il y a énormément à faire et le challenge est grand. Mais c'est un changement de mentalité qu'on est en train d'opérer. Un changement de mentalité par rapport aux nouvelles générations. Eux, ils ont moins de temps en fait. Enfin, ils sont dans une logique différente. Si le mur est devant, effectivement, ils ont moins de temps. Dame Nature, elle est là. Elle fait partie davantage de leur quotidien. Et c'est vrai que plus on arrivera à anticiper et d'être moins dans le dogme. C'est-à-dire que si on doit avoir tout le plan de l'ensemble du projet finalisé avant de commencer, on est foutu. Et financé. Il faut juste commencer avec ce qu'on sait déjà, le bon sens paysan. Il faut être pragmatique pour pouvoir un peu décortiquer. C'est comme le bas carbone, on dit voilà, tout bois. Maintenant, parce que la filière bois, elle n'est pas assez établie encore aujourd'hui. Elle n'est pas encore assez organisée. Oui, mais il ne faut pas être dogmatique en fait. Oui, ça dépend de la localisation. Ça dépend, en fait, faut un peu essayer. Il faut un peu pour tout, il en faut un petit peu pour l'ensemble, y compris sur l'énergie, parce que dans la relation qu'on va avoir avec les différentes parties de la circularité, c'est vrai qu'on a une fusée où on a différents stades. Il y a bien sûr la consommation d'énergie. On voit bien dans le cube qui a été lancé l'importance de récupérer 30-40% d'économie d'énergie. Boum, impact direct par rapport au décret. Ensuite, dès qu'on fait des travaux, comment on peut anticiper au mieux quand on fait des travaux de réhabilitation, le commissioning, optimiser déjà ce qu'on a, tout ce qui est recyclé, réemploi, et peut-être que demain aussi la charge numérique du bâtiment. On a tous plein de data du même immeuble. La data de l'immeuble appartient à l'immeuble. Absolument. C'est l'actif qui doit... Ça me laisse une transition rapide. Patrice Noisette, vous voulez intervenir avec nous. Bienvenue Patrice, dans l'échange. Oui, en croisant un peu cette approche du démontable, remontable avec celle des modèles économiques, et une des questions qu'on se posait avait trait à l'économie de la fonctionnalité. Se demander s'il n'y a pas un modèle tiré de l'économie de la fonctionnalité qu'on pourrait transposer à nos sujets. Tu parles de Michelin. On pense à ce qu'avait initié Michelin avec des pneus très, très techniques, à usage très, très professionnel. Donc, où vraiment l'entreprise loue ses pneus, elle contrôle l'ensemble du cycle de vie, en même temps que du coup l'utilisateur peut bénéficier d'une mise à jour ou d'un changement, d'une évolution en fonction de ses besoins.
Et est-ce qu'on ne peut pas imaginer finalement ce type de déplacement vers les producteurs, par exemple pour des composants comme des cloisons ou autres qui ont des cycles d'usage relativement courts, même si le cycle du produit est beaucoup plus élevé. Juste Patrice, on a essayé la question peut-être un peu différemment sur d'autres composants à durée de vie très longue, comme les poutres métalliques qu'on a évoquées tout à l'heure, où finalement, est-ce que ça n'ont pas vocation à devenir des actifs en eux-mêmes, hein. J'aimerais répondre, Patrice, parce que j'ai un exemple. On va encore mettre les Pays-Bas sous les lumières, mais en fait, il y a dans le siège, je crois que c'est ABN AMRO, ils ont en fait loué auprès de Mitsubishi un ascenseur. L'ascenseur, il le paye en quantité de passages prises. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change? D'abord, en fait, Mitsubishi va concevoir un ascenseur qui va être beaucoup plus long, vivre plus longtemps parce qu'ils ont intérêt. Ils vont le construire de manière qu'il puisse être modulaire et réutilisé dans un autre bâtiment dès que le locataire dise « Ah ben finalement, on a besoin de beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de place, donc on faut un plus grand ascenseur. » Ils voudraient reprendre cet ascenseur et le mettre ailleurs. Donc en fait, c'est une façon de virtueusement impulser cet changement qu'on souhaite chez les producteurs et les manufactureurs de produits. C'est effectivement, quand ils ont une responsabilité dans le temps par rapport à ce qu'ils ont produit, eh ben, on a une toute autre façon de concevoir et de gérer. Moi, je voudrais juste rajouter, l'ascenseur est un sujet, il se trouve qu'il y a quelques décennies de cela, je m'intéressais à la maintenance des ascenseurs. J'étais un des patrons, en fait, qui s'intéressait à l'automatisation de ces ascenseurs et de leur circulation. Et je m'étais souvent interrogé en fait, sur le nombre de kilomètres que réalisent ces ascenseurs chaque année. Et les courses, en fait, ont une valeur. Et si on arrivait à faire payer la course aux emprunteurs de l'ascenseur chaque fois qu'on va fumer une cigarette, par exemple, dans une tour IGH, il faut savoir que la course est quelques euros, hein, quand on ramène avec l'investissement, la maintenance et toute la prévention que rappelait Tina à juste titre, ça vaudrait la peine effectivement de mesurer ça. Alors on a essayé il y a presque 15 ans de cela de transformer les modèles classiques en fait liés au mouvement et au déménagement du personnel dans les entreprises, et donc on avait proposé aux entreprises d'arrêter d'acheter les cloisons, d'arrêter d'acheter les meubles, d'arrêter, et de dire, à ce moment-là, vous louez juste un service qui est le service de la disponibilité d'un bureau présent autour de vous pour pouvoir... C'est workspace as a service. Exactement, c'est exactement. work, voilà, mais je veux dire, ça on le faisait dans les années 2000, oui, et on a ce modèle donc avait un peu de mal à prendre, puisque en fait les fournisseurs de cloisons voulaient surtout vendre leurs cloisons, et les fournisseurs de mobilier de bureau voulaient surtout vendre leur mobilier de bureau. Bon, je pense qu'il y a une philosophie que vous avez rappelée tous les trois, et Patrice Mosette à l'instant, qui est de bien comprendre l'usage et de bien comprendre qui doit être responsable de l'actif ou de l'asset dont on est en train de parler et de son utilisation dans le temps. C'est-à-dire que l'ascenseur, c'est intéressant de remettre ça chez le fabricant d'ascenseur qui prend la responsabilité, parce que si on doit réemployer des éléments liés à cet équipement, on va retrouver... Il y a un peu de réglementation, il y a un peu de responsabilité, mais peut-être que l'assureur va y trouver un intérêt. D'un seul coup, l'assureur va se dire « Ah, mais moi j'existe, je peux peut-être réglementairement vous faire souscrire une prime d'assurance qui va donner une meilleure responsabilité sur l'utilisation du bien, et donc trouver une autre façon en fait, d'assurer un actif immobilier. » Enfin, je pense que le modèle est très évolutif. On a travaillé justement sur l'économie de fonctionnalité et le passage de l'économie circulaire à l'économie de fonctionnalité est la frontière. Et en fait, il faut vraiment, comme tu le disais Tina, il faut un élément de complexité avec une performance à assurer, avec suffisamment de coûts embarqués dans cette maintenance. On a défini dans un projet qui s'appelle Workspace Future qu'on a porté avec l'ADEME en France, on a défini des critères la zone dans laquelle l'économie de fonctionnalité a tout son sens, et la zone dans laquelle, en fait, on est sûr de rater. Voilà, pour faire simple. Donc, et effectivement, l'économie circulaire
répond à la deuxième zone, qui est moins technique, avec moins de performance, moins de technicité, etc. Et dans lequel il va y avoir une partie d'usage, par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'usage vertueux d'une moquette? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a vraiment plus le droit de renverser son café, de faire de tâches? C'est un problème qui se pose dans les partenariats publics-privés. Dans un PPP, c'est quoi l'usage en bon père de famille d'un outil que je vous te donne pour 27 ans? Est-ce à moi de repeindre la trace que font les utilisateurs? Est-ce que c'est dans ma charge ou est-ce que c'est dans la charge de l'utilisateur? Et on rentre dans une zone très subtile du facility management dans lequel c'est indiscernable, il faut juste s'entendre entre bonnes personnes, mais dans lequel il est très difficile de passer à la fonctionnalité. Donc pour fonctionner, il faut une fonction noble et il y a des conditions d'éligibilité qui sont tout à fait connues maintenant. Enfin, voilà. Non, bien. Donc on voit le business model évoluer. Par rapport au business model, je voudrais rendre hommage à Jean-Paul Lovenbroek, parce que Tina et moi, nous avons fait le master aujourd'hui qui nous accueille. Et c'est vrai qu'il avait fait, premier cours, il avait fait une boîte, un carré, il avait fait une flèche, il m'a dit voilà, et 1 euro à côté. Et je crois que le nouveau modèle, c'est ça, ça veut dire qu'est-ce qu'on peut sortir de tout l'actif. Et ça peut être aussi sa capacité thermique du sol, ça peut être la capacité de ressources de l'intégralité, sa capacité bien sûr de la banque, des matériaux, mais ça peut être la capacité de pouvoir mettre aussi la biodiversité dans la parcelle. En fait, c'est très large. L'industrie immobilière devient une grande industrie qui doit se réinventer sur tous ces secteurs que tu rappelles. Là. Et souvent, je pense à ce schéma où je dis, bon, en fait, quelle est la base, et en fait, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et de cette parcelle dans un cadre d'environnement dans lequel on va être beaucoup plus lié à l'environnement. L'actif vaudra encore plus, non pas par sa localisation, mais de la capacité du site à tisser de l'économie circulaire. Bien sûr. Et de la flexibilité énergétique. De la sécurité. De l'ensemble, parce que tout est ressources, en fait. Voilà. Vous connaissez cette histoire? Qui me racontait cette histoire d'un immeuble qui se loue normalement, et l'été, en fait, l'ensemble des locataires vont dans l'immeuble d'en face, qui est un coworker, parce qu'il est climatisé. Donc voilà, donc on voit qu'il y a des usages en fait bien particuliers. Tu as raison quand tu dis dans cette boîte où on met des euros. Il y a plein d'activités qu'on peut développer à l'intérieur de cette boîte et qui peuvent rendre service à leurs utilisateurs. Donc c'est peut-être effectivement de changer ces principes constructifs et faire évoluer le moteur d'économie circulaire. Moi, on va peut-être essayer d'accueillir quelques questions, peut-être du chat, si vous avez des questions qui commencent à arriver, si vous pouvez nous en faire une synthèse. Je ne sais pas, c'est Patrice, c'est Paolo, c'est qui nous aide au niveau du chat pour nous présenter. Hein? Non, parce qu'il y a des questions, il faut les prendre. Il faut les prendre. On ne vous entend pas, hein? Donc pas encore. Ça y est, on entend là. Est-ce que vous avez un retour? Voilà, c'est parfait, on Oui. entend. C'est parfait. Super. Donc on a une première question qui concerne, qui est plutôt dirigée vers le booster du réemploi. Pour vous, serait-il important d'intégrer des acteurs publics au sein du booster? Important, essentiel, nécessaire, urgent. Indispensable. Voilà. Ils ont en plus, maintenant, suite à la loi AGEC, l'injonction ou l'invitation de s'intéresser à l'économie circulaire. Et je rappelle que c'est aussi un des socles de la taxonomie européenne concernant le bâtiment. Voilà. Et quelles sont les limites aujourd'hui, justement, pour intégrer ces acteurs-là? Pourquoi aujourd'hui, on ne les voit pas prendre part au booster? Le booster a été construit vraiment de manière agile pour répondre à des problématiques d'entreprises privées. Donc il y a peut-être un ADN différent et une limite dans la loi MOP pour l'instant. Donc on est en train d'y travailler. On a quelques fronts de travail avec quelques... On a beaucoup d'intérêt. Voilà, beaucoup d'intérêt. Mais il faut qu'on arrive à... Peut-être faut faire un mini booster à côté pour le public et la loi MOP qui est quand même très très particulière. Mais inclure le public... La loi MOP étant la réglementation dans le cadre des appels d'offres. Lorsqu'on fait un appel d'offres intégré du réemploi, n'est pas forcément techniquement ou administrativement évident. Donc on est en train de travailler là-dessus et on espère rapidement lever ces sujets techniques, je dirais.
Et j'aimerais aussi rebondir sur cette question qui est clé et qui est fondamentale, comme on disait. En fait, au niveau européen, on est en train de travailler avec la Commission européenne justement sur le fait que c'est les pouvoirs publics qui peuvent être les premiers utilisateurs de matériaux de réemploi. Ils peuvent avoir des exigences beaucoup plus fortes que dans le privé pour amorcer les commandes. Et donc, on pense que c'est clé. Et avec Building Life Campaign, on est en train de justement parler avec la Commission européenne. Pour ça, ils sont preneurs. Mais moi, j'ai surtout cette vision comme Tina, c'est-à-dire que le public montre l'exemple. Oui. Et après, la réglementation et les sûr. règles suivront. Oui. On a souvent tendance, quand on fait intervenir le public ou quand le public intervient, c'est de fabriquer une réglementation complémentaire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il se comporte comme on souhaite se transformer et qu'il montre véritablement l'exemple, parce qu'il d'abord, il en a largement la capacité. Alors, est-ce qu'il en a les moyens financiers? Ça se discute, et c'est ça qu'il faut étudier et regarder avec eux. Le Green Deal, c'est énorme. Les moyens financiers qui sont liés à ça vont aider à la fois le secteur public et le secteur privé. En tout cas, pour répondre à cette question, c'est véritablement important que le public déjà commence à montrer l'exemple, et je pense que la réglementation, le booster du réemploi, y réfléchit de manière très sérieuse pour essayer de susciter. On a déjà quelques intérêts de régions, de villes, parce que c'est important aussi par rapport au stockage, par rapport à plein d'autres choses. Là, ça fait 1 an qu'on existe. On est vraiment dans une logique de travail, de production. Donc ça arrivera, le looping, la plateforme vient juste d'être lancée. Aujourd'hui, on a à peu près 150 déjà demandes. Entre le moment où on décide et le moment où il y a l'opération, il y a aussi un décalage. On oublie souvent qu'un immeuble, c'est vite 3 ans entre le permis minimum. Donc tout ça, c'est en train d'être mis en place. Et on va aussi développer le booster par typologie et aussi le booster de façon régionale pour que justement on améliore aussi les compétences et les échanges. Plus on est proche du terrain, plus on arrivera à pas se planter et à gagner du temps collectivement. Encore des questions? Oui. Moi j'aurais une question du coup. Est-ce que ces initiatives pourront aussi être ouvertes aux particuliers, non pas qu'aux professionnels? Alors, le bon coin. J'en ai tous pensé à ça, je pense. En fait, il y a plein de plateformes multi-produits qui sont ouverts au privé, aux particuliers, mais il y a aussi des plateformes dans un certain nombre de pays qui sont ouverts à la fois au business to business et business to consumer. C'est un problème de logistique. Oui, c'est un problème de logistique, effectivement, mais il n'y a pas de... Je pense que ce n'est pas antinomique. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on veut sortir de ce qu'on va appeler l'artisanat et le moins de 1% de réemploi, et de le booster, c'est l'histoire de dire, à quelque chose qui devient mainstream, et que c'est vraiment comme ça que les opérateurs, les grands opérateurs, y compris le public, mais aussi dans le privé, vont opérer. Et ça, pour faire ça, il faut qu'on ait des outils bien précis. Mais aujourd'hui, le grand public et donc le particulier a tout à fait l'opportunité d'aller chercher des ressources en moindre quantité sur un certain nombre de plateformes qui existent déjà. L'idée, c'est de massifier, et après, il y a aussi un sujet d'assurance, en fait. Donc, c'est de professionnaliser sur toute la chaîne de création de valeur l'intégration du réemploi dans les réflexes au quotidien. Alors qu'aujourd'hui, quand on veut faire du réemploi pour des travaux privés, c'est facile. Enfin, je veux dire, c'est possible. Voilà. Beaucoup plus facilement, oui. Si vous permettez. Dans les questions, c'était: pensez-vous que les labels et la certification sont essentiels pour faire avancer ce sujet du réemploi? Est-ce qu'il nous faut encore des labels et de la réglementation? Si elles sont essentielles, oui, parce que c'est le fond de tarte du développement durable. Il faut que tout le monde pratique un niveau un exigentiel. Est-ce que la certification n'est pas là pour créer des innovations dures et travailler sur le concret de l'innovation difficile et la création d'une nouvelle filière? Ça c'est du business développement. Ça, c'est de l'acte d'entrepreneuriat, et on est dans la courbe d'apprentissage. Donc on est en train de... Voilà. C'est pas son rôle. Voilà. Faut pas qu'elle freine. Au moins déjà, qu'elle freine pas, ce serait déjà pas mal. C'est pas mal. C'est-à-dire que la réglementation doit avoir une certaine perméabilité
pour faciliter justement l'utilisation de ce réemploi. C'est Et ce là, qui- peut-être les assureurs ont peut-être un rôle à jouer, quoi. Oui, hein. bien sûr, mais Et les contrôleurs aussi, les il faut contrôleurs. faire attention au label réglementaires. parce que le label, il y a les spécialistes du label. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui arrivent et qui labellisent. Il y a des équipes techniques qui sont sur le terrain, qui vont chercher cette labellisation. Mais ce qui est important pour moi, c'est que l'intégralité de la chaîne intègre le réemploi dans ses réflexions. Et justement, s'il y a label, c'est-à-dire que la volonté du label, c'est de montrer que son actif est bien, voire mieux, et ce qui peut être intéressant, avec le réemploi, ça peut donner une autre perspective, qui est une revalorisation de l'actif On n'a immobilier. pas besoin d'un label pour ça. Oui, mais il y a une revalorisation concrète. Oui, mais les labels, c'est une partie de l'équipe, de l'intégralité de la chaîne qui va s'occuper. Donc on doit être Alors en que pour moi, capacité de le c'est créer. toute la chaîne qui doit parler de réemploi. J'entends, mais ça veut dire qu'on doit être en capacité de le mesurer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de mesurer cette valeur qui est intrinsèque à l'actif, que l'actif le carbone, détient. le stock carbone, Mais bien sûr. d'eau Ouais. et de volume de déchets, et que ça fasse partie des business plans de l'intégralité de la chaîne. Donc on va. Dame Nature doit être au COMEX de chaque C'est entreprise plus pour pouvoir... fluide, hein. C'est plus fluide. En fait, je pense qu'on a beaucoup... Donc il n'y a pas que les euros, quoi. On a beaucoup eu les labels pendant la décennie passée, et en fait on est en train de passer dans une époque de performance réelle. Le décret TACER, c'est quoi? C'est de l'énergie finale C'est la constatée. performance opérationnelle. Oui, Absolument. Voilà. mais quand on regarde un bâtiment australien sur Neighbours par exemple, il se donne jusqu'à 5 étoiles. Ok. Bon, on regarde un bâtiment 4 étoiles et on demande quelle est sa consommation réelle, et qu'on est à 280 et voilà, etc. Kilowattheures au mètre carré. Voilà, et On a un peu de que chemin à l'énergie, faire. et qu'il y a un peu de carbone derrière. Alors peut-être qu'il est très intense, hein, Neighbours fait Oui. très très bien cette métrique-là. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, on arrive à descendre à 110, à machin, à l'objectif À décret. 50. À 50, comme tu voudras. À 50 comme tu voudras. kilowattheures au mètre carré. Retenons 50. C'est l'objectif qui voilà. a été. Mais C'est on n'y est pas. On y est Et donc, basse carbone, hein. et donc on rentre dans une époque de performance réelle dans laquelle on va tracer, bah voilà, est-ce que ton BP, c'est combien d'euros à la fin que tu vas avoir? Mais on n'en parle pas de etc. ça. Enfin, je suis un triste représentant du monde de l'exploitation et du FM. J'y travaille, j'enseigne même au sein de l'ESSEC sur ces éléments-là et sur cette approche économique. Je m'aperçois que c'est des choses qu'on a souvent laissées de côté, quoi. Parce que, en fait, c'est des petits euros. Mais c'est des petits euros qui sont essentiels sur le carbone, sur le gaz à effet de serre. En revanche, il y a deux grands mouvements qui vont venir bousculer ça. Il y a la taxonomie verte. Bien sûr. Et si pour toute société, asset manager, investisseur ou autre qui veut pouvoir afficher qu'il a une qualité verte, c'est-à-dire de développement durable, ils vont être obligés de passer par un mesurage très précis et une, entre guillemets, vérification de, de leurs émissions, aussi bien que de leurs utilisations énergétiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est au niveau de la législation. Maintenant, il y a tous les engagements volontaires qui sont faits pour être carbon neutral. Oui. On n'a quasiment pas un seul asset manager connu sur la place aujourd'hui qui n'a pas déjà dit « je vais être carbon neutral en 2050 ». Même 2030. Et même en 2030. Carbon neutral en 2030, c'est beaucoup. Non, mais hein. ils le disent, il y a des annonces qui ont été Il faites. y en a. Effectivement, 2030. non, mais tu as raison, il y en 2030. a. Et ça, il faut un mappage pour y arriver. Bah, il faut acheter des forêts. Surtout. C'est sans faire du offsetting, Voilà, c'est-à-dire que c'est bah, ça c'est qui difficile, est... sinon, hein, c'est très difficile. Oui, mais c'est là où, par exemple, le groupement de Asset Manager, Asset Owners Alliance for Net Zero, on ne peut pas faire du offsetting. Donc, c'est vraiment une véritablement réduction. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a plein de sociétés qui vont dans ce sens-là. Donc, je pense que peut-être sur le terrain, on ne le voit pas encore, mais très rapidement, on est dans le dur et on a un horloge carbone qui est en train de... qui tourne tous les jours. Mais... On nous dit, selon les pronostics, 5 ans à 7 ans jusqu'à ce qu'on ait dépassé notre budget carbone pour avoir la courbe de 1,5 degré d'augmentation de température. C'est vraiment, c'est demain. C'est pour ça que la labellisation, en fait, c'est très bien parce que c'est virtueux, on avance. Mais
ça permet un peu de se déculpabiliser. Voilà, je laisse faire ceux qui savent faire, je leur fais confiance, je leur donne les moyens de réussir. Et nous, c'est business as usual. Voilà, et business as usual. C'est plus possible en fait. J'entends. Et donc, tout le monde doit prendre ça dans sa façon d'appréhender les sujets Mais aujourd'hui. après, on vit une complexité qui est en fait la diversité de ces actifs immobiliers, de leur usage et de leur conception et des matériaux qui les composent. Et donc, la taxonomie a essayé d'inventer donc, la fameuse grande œuvre européenne, qui est très difficile. Et c'est surtout intéressé, c'est-à-dire le bâtiment, quand elle voit le bâtiment, elle a mis le bâtiment dans une ligne qui s'appelle financière. Et dans la ligne financière, elle a mis dans le bâtiment, elle a mis le bâtiment neuf, à la construction. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est la construction. Pas uniquement. Il y a une ligne de rénovation, il y a une ligne de conseil. Pas insuffisant. Les informations et les lignes qui décrivent la taxonomie, en fait, sont aujourd'hui, pour chacune des sociétés, sont faites par chacune d'entre elles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un socle commun. On commence à communiquer de façon unifiée, mais on n'a pas encore un socle commun qui a été largement défini, largement adopté à un niveau européen. Enfin, il y a un peu de travail encore. Il y a un peu de travail encore. Il y a un peu de travail. Et est-ce que vous avez des questions complémentaires où on pourrait éventuellement apporter un éclairage encore sur ce sujet d'économie circulaire qui est bien passionnant? J'en ai quelques-unes encore qui nous parviennent en direct sur le chat. Je me permets de vous en citer une. Donc je vais prendre celle-ci. Quels sont aujourd'hui pour vous les points de blocage et donc qui seront à améliorer en priorité pour le déploiement du réemploi? La logistique, puisque c'est 50% du coût du business model. Ouais. Coût du réemploi. Ça doit bien coûter, quoi. Alors, la qualification des matériaux, du coup, le bureau de contrôle, l'assurabilité, ça, je considère que pour les premiers flux, on l'a résolu. Vraiment, je veux le dire ici, on l'a résolu. Bien sûr, donc, le modèle économique qui va derrière avec le stockage et le matchmaking de l'offre et de la demande. Voilà, tout ça pour le dire très très vite. Mais l'important, c'est de démarrer, c'est de réussir sur quelques flux et d'élargir. On est maintenant en train de travailler sur les lots techniques, des lots qui sont quand même pas faciles à réemployer. Donc tout ça, c'est en train de véritablement progresser. Mais voilà, c'est ces 4 étapes logistique, la qualification technique, bureau de contrôle, assurabilité et voilà, qui sont vraiment les choses à vaincre sur chaque sujet. Maturité de filière un petit peu, conviction des industriels de temps en temps. Ouais. Les formations. La formation. Les habitudes. C'est-à-dire que les lycées techniques, les écoles d'ingénieurs, tout le monde doit intégrer le réemploi dans les nouvelles façons, l'économie circulaire, dans toutes les formations en fait. Ouais. Et ça, c'est une urgence pour qu'on puisse embarquer tout le monde. Il faut former, même si on ne connaît pas que le début d'une grande aventure. Il faut que ça soit dans notre quotidien désormais. La première plateforme devrait être une plateforme de réemploi, quoi, c'est ça. Oui, mais de formation et réemploi, ouais. Moi, ce que je pense, c'est que l'économie circulaire dans le bâtiment, c'est une énorme opportunité pour du upskilling et de création de nouveaux emplois de proximité. Je dirais aujourd'hui aussi, pour rajouter au frein, je dirais le frein de démolition versus démontage. Des constructions. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des sociétés de démolition sont des sociétés qui sont mécanisées. Le main-d'œuvre ne sait pas faire du démontage. C'est quand même un métier de déconstruire proprement, etc. Donc, tout ça, c'est des métiers. Démonter, classification de ces éléments. Requalifier, donc on a dit, recertifier, et tout ce travail-là, c'est un travail qui ne peut pas être fait par les robots. Il faut de l'intelligence et de main-d'œuvre qualifiée. Il faut la main. Il faut la main. Donc je trouve que c'est une opportunité, il faut le voir, c'est un frein, mais c'est une très très belle opportunité. Belle. Bah, écoutez, on est en train de s'acheminer vers la fin, on a dépassé un petit peu notre temps, je crois que c'était vers 45, on est vers 55. Si vous avez encore quelques questions, nous voulons bien prendre ces éléments pour vous. Peut-être une, si vous me permettez. Est-ce que vous pensez que l'imprimante 3D aura un grand impact sur l'offre proposée par le booster? Non. Il y a une autre question?
Non, non. Mais construire un immeuble avec un fil qui sort d'une imprimante 3D, comme le pont qui s'est fait encore à Amsterdam, puisqu'on parle que d'Amsterdam, donc vraiment ils sont innovants, nos amis. Il y a un pont qui s'est fait tout seul comme ça, Oui, avec deux petites imprimantes 3D qui ressemblent d'ailleurs à des branches, qui est absolument magnifique. Et il s'est construit. Moi, je ne fais rien de Building as Material Bank dans tout ce qui est fabriqué dans les imprimantes 3D actuelles. Pour l'instant, c'est des protos, c'est des ultra protos. Donc pour l'instant, je ne mise pas dessus. Je pense qu'on a, en fait, on a même tout sur étagère pour faire un Building as Material Bank, confère les références qu'on a déjà faites. Donc ce n'est pas nécessaire. Voilà. Quelle contribution ça va apporter même au sujet? Je ne sais pas, parce que l'imprimante 3D, c'est du à façon. C'est de l'usinage de pièces in situ, et généralement ce qui en sort, nous on remarque que c'est quand même pas réemployable, quoi. C'est presque inquiétant, quoi, parce que ça va pas être une solution réemploi, quoi. Bon, on attend que ça perce, on verra après pour s'inquiéter après. Oui, Sur le bilan revanche, carbone de l'imprimante 3D, c'est pas... Dégueulasse. Pas bon. C'est pas bon sur le plan carbone, hein, cher voilà, ami. mais en revanche, je vois peut-être une opportunité quand même. Hein. Il ne faut pas écarter, c'est-à-dire qu'on a quand même, comme on a dit, le problème de notre parc existant. On a pas mal d'équipements qui peuvent avoir des petites pièces défaillantes et qui ne sont plus fabriquées. Est-ce que c'est l'opportunité d'utiliser justement l'imprimante 3D pour pouvoir donner une vie prolongée à ces équipements qui sont peut-être juste légèrement défaillants? Celle-là, oui. Voilà. Celle-là, on l'aime. C'est une petite C'est un complément Ouais. qui permet de plus de réemploi sur d'autres matériaux. On peut réutiliser son ascenseur si les pièces n'existent plus. Oui, voilà. Parce que souvent, on a ça quand on est gestionnaire d'un grand parc, c'est constamment, on arrive, non, là c'est obsolète, Tina, on ne peut pas vous remplacer, il faudrait de neuf. Bon, et là, on est maître d'ouvrage, on se dit, mais mince, je ne peux pas, ces clim reverse, je ne peux pas les pousser un peu plus loin, tout va bien, sauf ce petit morceau, non, il n'est pas fabriqué. Donc là, ce genre de choses-là, je pense que ça peut nous donner un petit coup de longévité. Formidable, longue vie à cette imprimante 3D là. Voilà, très bien. Le débat s'instaure. Alors, c'est juste maintenant, quand on va fermer notre petit écran de verre, le débat va s'instaurer d'une manière très animée, là. La contestation, on va l'accepter. Merci à tous et merci pour votre participation. Merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci. Ça donne envie d'aller encore plus fort. Oui. Allez, bonne journée à vous. C'est un vrai plaisir. Ciao.